Je vais commencer par une petite anecdote. Il y a 2 ans, j'étais au chômage et j'étais en train de changer de région. Et j'ai reçu un email qui a changé complètement ma vision du monde du travail. Cet email, en l'occurrence, il venait de Pôle emploi. Ça peut paraître un peu étonnant. Et, et dans cet email, vous allez sûrement me demander qu'est-ce qu'il y avait. Eh bien, en fait, c'était simplement un email à une chaîne envoyée à tous les demandeurs d'emploi de la région nantaise pour simplement en fait proposer une formation pour devenir business dev, donc commercial dans les métiers du digital. Et c'était avec un partenaire de Pôle emploi qui s'appelle Rocket School. Et du coup, manque de bol, il s'avère que c'était déjà mon job. J'étais déjà commercial dans le digital. Mais je me suis dit, si finalement Pôle emploi, en l'occurrence, et un organisme de formation étaient capables d'unir leurs forces pour former des jeunes, je me suis dit que c'était forcément quelque chose d'hyper efficace. Et je me suis dit, il faut que j'appelle ces gars-là, il faut que j'appelle ces 2 types qui lançaient Rocket School à Nantes, et donc Maxime et Romain. Et j'ai pas été déçu. Je les ai rencontrés, j'ai trouvé ça super, ils lançaient leur première promo. Et du coup, ils m'ont proposé d'intervenir en tant qu'enseignant. Et c'est à partir de là que j'ai pris une claque. J'ai pris une claque au moment où j'ai rencontré ces étudiants. C'était des gens qui changeaient de voie, qui avaient des parcours de vie, qui avaient des horizons différents. Et finalement, ça avait beau être moi l'enseignant, c'est moi, je pense, qui ai le plus appris. Et finalement, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que, et peut-être la seule leçon que je retiendrai, c'est que la diversité, c'est elle, aujourd'hui, la vraie richesse. Voilà, je vous remercie. Je m'appelle Raphaël, je vais être celui qui va qui aura le plaisir d'animer cette table ronde, donc avec des invités de haut vol que je vais vous présenter. Mais je vais d'abord vous introduire un petit peu le sujet. Alors évidemment, j'ai mes fiches Bristol, sans quoi je ne pourrais pas être réellement animateur d'une conférence. Mais grosso modo, je vous rappelle, la thématique, c'est l'emploi comme tremplin pour l'emploi et l'innovation. Pourquoi c'est une thématique? C'est à la fois une thématique très large et en même temps, on va le voir avec nos invités, on a vraiment la possibilité de rentrer dans des sujets qui sont assez épineux, sociaux, et j'espère qu'ils vous intéresseront. Mais la problématique principale, c'est celle effectivement du recrutement. Autant pour les entreprises, finalement, que pour les gens qui sont en recherche d'emploi ou en recherche d'une reconversion, qui ont un emploi aujourd'hui, mais qui cherchent à se reconvertir. On vit une digitalisation quelque part à marche forcée. On voit le travail hybride. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous voir sans vos masques et en physique, mais ça n'a pas toujours été le cas, vous le savez. On a du travail hybride, on a du télétravail en place, on a une digitalisation qui se fait, je dirais, à une vitesse hallucinante. On a un besoin des entreprises en 5 ans qui a augmenté sur les métiers du digital de 36%. On a des demandeurs d'emploi qui cherchent à plus de 26% en 5 ans dans ces métiers du numérique. Donc on a 2 courbes parallèles qui sont en forte progression. Et pourtant, on se retrouve dans une situation de déficit chronique de l'emploi, de ressources, de talents sur ce marché-là. Et aussi une asymétrie, quelque part, donc 2 notions assez différentes. Effectivement, la pénurie et l'asymétrie entre le besoin des entreprises et finalement, en fait, les gens qui sortent des grandes écoles ou de petites écoles ou de formations courtes. Donc pour parler de tout ça, on a 3 invités. Et donc, je vais commencer par Mounira, si tu veux bien. Mounira, je te présente en quelques mots, et puis après, je te laisserai en rajouter encore un petit peu plus. Je vais présenter la problématique, et puis tu seras la première à qui je vais poser la question. Mounira, qui est fondatrice de l'agence digitale MMS Factory, et présidente et cofondatrice de Diversity Days. Donc c'est une association qui vise à l'égalité des chances dans le secteur du numérique.
Exactement. Déjà, merci pour cette présentation. Merci pour cette intervention aussi. C'est toujours un plaisir d'évoquer les sujets de la diversité et de l'inclusion. Justement, je regardais un petit peu les visages parmi nous aujourd'hui pour essayer de voir un petit peu toute cette diversité, que ce soit une diversité en genre, en âge ou autre. L'objectif aujourd'hui de Diversiday, c'est d'adresser 3 types de publics très rapidement. Donc, le premier, c'est bien sûr les entrepreneurs en devenir pour les accompagner dans une meilleure visibilité et une meilleure connexion réseau. La seconde, c'est le programme Déclic numérique qui vise à accompagner justement les demandeurs d'emploi vers une reconversion ou une orientation vers les métiers du numérique. Et troisième type de public, c'est justement les startups et j'allais dire les VC, mais pas d'acronyme, les fonds d'investissement, je vais raccourcir ça comme ça, vers un recrutement plus inclusif et surtout des pratiques managériales plus inclusives. Comme tu l'as dit, on est une association dédiée à l'égalité des chances aujourd'hui. Le sujet de la diversité est très vaste. C'est pourquoi on essaye d'adresser en fait les différents volets de la diversité à tous les niveaux et surtout pour tout type de public. Donc déjà peut-être pour en savoir plus sur vous qui êtes présents avec nous aujourd'hui, je voudrais juste savoir qui parmi vous aujourd'hui représente une start-up ou fait partie d'une start-up dans le public. Très bien. Des structures peut-être publiques. Alors, je ne sais pas s'il y a Pôle emploi, s'il y a d'autres types de structures publiques. Oui. Des entreprises, PME ou grands groupes. D'accord. Donc, on a une plus grande majorité de ce type de public-là. Est-ce que il y a des étudiants, je suppose. Les talents de demain, les talents d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs. Ok, super. Merci d'avoir joué le jeu. Ça nous permettra aussi de mieux orienter, je pense, nos réponses par rapport à vos besoins. Tu voulais peut-être que je réponde à ta première question? Écoute, je vais continuer le tour de table et puis après je te poserai la première question. Donc Vincent Vimard, directeur technique de la DSI de RCA. Écoute, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc Vincent, moi je suis là parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi je suis issu d'une reconversion professionnelle, donc il y a maintenant plus de 15 ans. Donc, et je vais essayer de défendre en fait le point de vue des entreprises sur l'accueil côté inclusif de profils un peu différents de ceux qu'on a habituellement. Merci beaucoup. Et Antonio Moret, donc directeur des partenariats entre entreprises, RCE et donc dans le pôle développement de Webforce 3. Je pense que tu vas pouvoir aussi nous éclairer. Je pense que tu baignes dans ces sujets de diversité et d'inclusion à travers la formation depuis déjà pas mal d'années. Vas-y, je te laisse la main. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors donc aujourd'hui, effectivement, je représente Webforce 3. On est un réseau d'écoles spécialisées dans les métiers du numérique. On a une 50aine d'écoles un peu partout sur le territoire français, un petit peu au Maroc, en Belgique. Enfin, on est en pleine expansion. Et on ne fait pas que ça, mais on est quand même très très spécialisé sur raccrocher en fait des publics dits éloignés de l'emploi. Alors ça mériterait d'être un peu détaillé, mais vraiment notre vocation première, et on en parlera plus en détail, en fait on s'appelle Webforce 3, parce que quand on est né en 2014, on s'est dit qu'en 3 mois, on pouvait rendre quelqu'un décroché de l'emploi, employable dans les métiers du numérique. Mais après on parlera plus de détails. Merci à tous les trois. Mounira, tu t'y attendais. Elle est pour toi la première question. C'est plutôt une question assez large en fait. C'est finalement comment est-ce qu'aujourd'hui le métier du numérique peut relever le défi de cette crise quelque part du recrutement. Et voilà, quelle est ta vision, ton constat, je dirais, sur cette situation? Vous avez 4 heures. Non, mais globalement, aujourd'hui, la question de l'orientation, de la reconversion vers le numérique, c'est un sujet qu'on essaie de mener sur le devant de la scène, parce qu'on s'est rendu compte que face à cette crise de l'emploi et surtout face à la crise sanitaire, en fait, c'est surtout ça le déclencheur pour nous, notamment par rapport à Déclic numérique, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup témoignaient de la perte de leur emploi et surtout des métiers qui étaient un peu déconnectés. C'est-à-dire ça pouvait être des ouvriers agricoles, ça pouvait être des caissiers, ça pouvait être des gestionnaires de stock.
Et face à cette augmentation de perte d'emploi, on avait une envie, et c'était pas que la nôtre, c'était pas que celle de Diversitès, c'était aussi celle de Pôle emploi, d'agir et de répondre vis-à-vis de ces publics qui sont peu ou pas diplômés, justement, puisqu'ils sont souvent pas forcément dans les différents leviers ou sourcing de recrutement. Et globalement, pour répondre à cette crise, nous, notre solution, c'était de pouvoir mettre en place une sorte de SaaS, c'est-à-dire non pas refaire une énième formation vers les métiers du numérique parce qu'il en existe déjà pléthore, peut-être pas refaire un énième partenariat au job dating vis-à-vis des entreprises qui recrutent parce qu'il en existe déjà, mais peut-être juste avoir ce fameux SaaS qui permet à ces personnes qui ne s'y connaissent pas déjà d'en savoir un peu plus sur ces métiers du numérique. Qu'est-ce qu'on cache derrière un métier du numérique? Est-ce que c'est que du développement? Est-ce qu'il faut être bon en maths? Est-ce que c'est toute la journée derrière un ordinateur? Donc c'est casser un petit peu tous ces clichés. Ensuite, donner un maximum d'informations sur ce qui existe sur le territoire. C'est pour ça que l'objectif, c'est d'aller dans chacune des régions et de pouvoir dire voilà ce qui existe dans votre territoire en Hauts-de-France, voilà ce qui existe dans le Grand Est, et ce qui existe en termes de partenariat entreprise pour être recruté, soit avec des offres de stage, d'alternance, de CDD, CDI, soit en termes d'offres de formation. Donc, pour nous, c'était ça, la première réponse à cette crise sanitaire, c'est de se dire peut-être que la problématique n'est pas de se dire il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez d'emplois. Au contraire, il y en a. Mais peut-être que les gens n'ont pas assez d'informations pour s'y diriger, ou peut-être qu'ils ont trop de freins pour s'imaginer dans ce secteur-là. Donc ce SaaS, qu'on a appelé déclic numérique, était là pour vraiment essayer de pallier à chacune de ces problématiques, répondre aux freins personnels, en savoir un peu plus sur soi et en savoir un peu plus sur les offres disponibles en région. Très bien, merci beaucoup Mounira. Antonio, tu voulais réagir? Alors, évidemment, l'idée, c'est de compléter certains points de vue. Alors, je ne vais pas être exhaustif, mais sur les freins, en fait, au recrutement dans les métiers du numérique, et encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif, il y a peut-être plusieurs choses. Et en tout cas, moi, jusqu'à maintenant, dans mon expérience, j'en retiens deux majeures. La première, c'est si on veut recruter des personnes et qu'on a toujours les mêmes process de recrutement, c'est de se poser quand même la question de savoir si on n'élimine pas un certain type de public avec certains process de recrutement. Et du coup, j'ai par exemple assisté, je connais pas mal de gens dans le monde du handicap, dans lequel j'ai passé quand même 5-6 ans, et le consultant disait, si les RH veulent recruter des personnes en situation de handicap, déjà, obligez-vous à en recevoir en entretien. C'est par exemple ça, en fait, changer ces process de recrutement, ça ne veut pas dire tout bouleverser. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment de voir comment l'entreprise peut un peu adapter ses démarches et son attitude. Et la deuxième chose, mais du coup, on a une entreprise qui est là, la deuxième chose qui est souvent aussi un frein, c'est le temps. C'est-à-dire que dans le numérique et dans le business, souvent, il y a une problématique de temps. Parce que finalement, les managers, ce sont eux qui recrutent, ils ont besoin de quelqu'un hier. Ils appellent la RH, évidemment, qui se prend l'urgence, mais je pense que des urgences au niveau du service RH, ils en ont plein. Et finalement, quand on n'a pas le temps, on ne peut pas prendre le temps de construire. Et si vous prenez des gens qui ont besoin d'un peu de temps pour arriver à niveau, on voit que du coup, ça ne marche plus. Donc voilà, mon deuxième point, et encore une fois, je ne suis pas exhaustif, c'est de se dire, avec les entreprises, et il y a plein de gens pour les accompagner, peut-être qu'on peut un peu anticiper les choses. Et quand je pense à certaines qui recrutent 50 postes aujourd'hui dans le numérique, il y a de grandes chances qu'elles en recrutent 50 l'année prochaine. Donc en fait, il y a peut-être possibilité de monter des choses. Voilà. Alors, juste pour compléter, effectivement, les entreprises, ce n'est pas parfait. On se soigne, on essaie de prendre un peu les choses différemment. Ce qui est clair par rapport à la crise du recrutement, c'est qu'aujourd'hui, on a une offre et une demande qui n'est pas du tout équilibrée. Donc on est obligé d'ouvrir à de nouvelles possibilités, des recrutements différents, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait naturellement dans le monde du numérique. Après, le monde du numérique, c'est vaste. Moi, je recrute particulièrement des devs, des testeurs, des choses comme ça, mais il y a autre chose dans le numérique, il n'y a pas que ça. Donc il faut s'entendre sur quel type de profil, pour quel type de fonction. Et puis, pour rebondir, effectivement, on commence à ouvrir des recrutements, ce que moi j'appelle non conventionnels, non classiques.
ce qui est une très bonne chose parce que ça amène des points de vue différents et des gens avec des expériences qui ne sont pas, entre guillemets, formatés de la même façon. Justement, là, on a parlé de diversité, d'inclusion, de profils, comme tu disais, différents. Je pensais justement à ce mot qu'on utilise de diversité. Je voudrais qu'on s'y arrête parce que comme le sujet, on passera sur le sujet un petit peu après de formation. Mais sur le sujet de diversité, ça peut aussi être un mot un peu valise dans lequel on met pas mal de trucs. Et peut-être que finalement, on ne comprend pas tous la même chose. Et j'aimerais bien, du coup, avoir vos points de vue. À la limite, Vincent, je vais te laisser la parole. Enfin, tu n'as qu'à enchaîner. Alors, pour moi, la diversité aujourd'hui, d'un point de vue du recrutement, c'est-à-dire recruter des gens qui ont un profil qui n'est pas classique, c'est-à-dire pas une école d'ingénieur, pas l'université. Moi, de mon point de vue, c'est ça la diversité. Et c'est comme ça qu'on l'entend quand on recrute des gens avec des profils différents, atypiques. C'est des gens qui ont fait soit des formations plutôt rapides sur quelques mois, et qui ont des bases et qu'il va falloir qu'on accompagne dans le temps, soit des gens qui ont des reconversions déjà plus anciennes, mais qui ne sont pas des profils, on va dire, classiques qu'on retrouve dans les métiers de développement. Monira, je pense que ta définition est un peu différente. Non, mais il cherche les problèmes, en fait, depuis tout à l'heure. Non, pas du tout, ça rejoint. Ça rejoint un peu sa définition, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on en discutait un petit peu en coulisses, et c'était important de remettre le doigt un petit peu sur cette problématique, c'est que souvent, le mot diversité, n'importe quoi, le mot diversité est associé au volet du milieu ethnique ou des origines ethniques. Et ce n'est pas que ça, puisque dedans, on y met tout ce qui est lié à la mixité, à l'inclusion des personnes handicapées, l'inclusion des personnes LGBT. On va y retrouver aussi les personnes réfugiées, les personnes seniors, les moins jeunes, les peu ou pas diplômés. Donc, c'est vraiment les diversités dans leur ensemble, que ce soit la diversité sociale, ethnique ou culturelle. Et c'est important de le dire parce que souvent, quand on s'adresse justement à des entreprises sous le prisme de la diversité, on va vous dire non, mais c'est bon, j'accepte déjà des candidats issus des QPV. Et en fait, ce n'est qu'un des éléments de la diversité. Donc c'est pour ça que souvent, quand on arrive, on ne se rend pas forcément compte que la diversité et l'inclusion, c'est tout un chantier, mais qu'on peut être bien accompagné du coup. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir en tête que globalement, il y a au moins 4 ou 5 volets qui peuvent être adressés en entreprise. En lien avec la diversité, donc l'âge, le genre, le milieu social, l'inclusion des personnes LGBT et l'handicap. Et bien sûr, il y en a d'autres beaucoup plus spécifiques, mais globalement, c'est ceux qu'on retrouve souvent justement dans les politiques d'entreprise. Et chez Webforce 3, comment est-ce que vous... Alors, je ne ferai pas de liste et je vais expliquer pourquoi je ne ferai pas de liste. J'ai assisté, alors d'ailleurs, je vous le recommande, c'est un livre blanc qui a lancé Diversity Days avec PwC et Occurrence. Et donc, l'organisme d'enquête commence son propos dans le lancement du livre blanc en disant, en fait, des vrais sujets de discrimination pour diversité, en fait, on ne peut pas imaginer la longueur de la liste parce qu'en fait, elle est illimitée. C'est-à-dire que si on ramène à l'entreprise et au recrutement, est-ce que parfois on n'essaye pas de recruter des gens qui nous ressemblent, tout simplement, et à partir de là, vous êtes discriminant parce que tout ce qui ne vous ressemble pas, vous ne l'acceptez pas, mais ce n'est pas volontaire, encore une fois, ça peut être humain et tout à fait compréhensible. Donc la liste diversité, elle est quand même très longue. Et ensuite, des cas, il y en a plein, mais dans nos métiers, dans les métiers du numérique, qui est un peu l'objet de notre discussion. Juste petite histoire, j'avais besoin de ma petite fiche, j'ai besoin de la lire, après je la mets dans la poche, mais je voulais qu'on me l'imprime. Donc moi je cumule, je suis d'origine étrangère, je suis senior, et tu as dit quoi d'autre? Donc je cumule la diversité, moi. J'ai demandé à ce qu'on m'imprime ma feuille, et en fait le jeune homme à l'accueil voit dans mon propos que je cite les gens en reconversion. Et en fait il me raconte son histoire, et la semaine prochaine, il rentre dans une entreprise, dans un métier du numérique qui n'était pas sa vie antérieure. Et il me dit, monsieur, si vous pouvez appuyer sur le sujet de la reconversion, parce que c'est un vrai sujet. Donc, je ne sais pas si la diversité, c'est un des points de la liste, mais effectivement, est-ce que quelqu'un qui est décrocheur scolaire, ça l'empêche d'avoir des compétences et une vraie motivation? Non.
quelqu'un qui a eu une autre vie avant et qui veut changer de vie parce qu'à un moment donné, il y a eu un déclic numérique et qui est capable de faire autre chose, ou qui a envie de faire autre chose, les gens du handicap. Alors, je reviens sur le sujet du handicap. Le handicap, en fait, il y a très très peu de gens qui naissent avec un handicap. Un handicap, en fait, on est tous concernés. Parce qu'en fait, la grande majorité des handicaps, ce sont des accidents de vie. D'accord ? Demain, si votre employeur ne peut plus vous garder dans votre emploi par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, dû au fait de votre handicap, vous allez, et vous n'avez pas le choix, devoir vous reconvertir. Donc, en fait, cette diversité, elle est très large, et encore une fois, je pense qu'elle n'a pas de liste. Le tout, c'est de se dire qu'en fait, je pense, et s'il y a plein d'entreprises et sûrement des RH dans cette salle, je pense que tout le monde cherche la même chose, c'est-à-dire des gens avec des compétences ou des potentiels de compétences et motivés. Et ensuite, la diversité, les diversités, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas comme nous. Mais heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Merci pour rentrer aussi un peu plus dans le concret des métiers du numérique. On a parlé pas mal du numérique en général et des métiers. Tu as peu abordé le sujet, Vincent, sur ce qui te concerne, à savoir plutôt l'environnement de développeurs, de testeurs, etc., etc. Est-ce que vous pourriez nous parler d'autres métiers qui sont aussi issus du numérique ou alors qui sont dans lesquels on peut avoir des évolutions d'un métier, je dirais, relativement qu'on connaît tous, relativement classique, et qui peuvent nous faire évoluer vers du numérique plutôt sur une pente relativement douce. Je vous laisse, celui qui a envie de prendre la parole sur le sujet, allez-y. Alors, moi, je peux prendre l'exemple chez RCA. Depuis quelques temps, on a développé une espèce de filière interne, puisqu'on a la chance d'avoir un service client avec une assistance pour les clients finaux. Et il y a plusieurs cas où des personnes ont souhaité évoluer vers d'autres métiers. Et on s'est aperçu que les gens qui faisaient du service client connaissaient très très bien nos logiciels, très très bien les bugs, très très bien les limites, et du coup faisaient d'excellents testeurs. Et du coup, on a une évolution naturelle, on va dire, de certains profils vers le métier du test. Quand on pense au numérique, on ne pense pas forcément au métier du test. Pourtant, je peux vous assurer que des testeurs, on en cherche. Il en manque cruellement. Donc ça, c'est une évolution possible. Ce n'est pas forcément du développement. Ça peut être également sur les métiers, l'expertise métier. Typiquement, on a également une personne qui est issue de l'assistance qui, après être passé au métier du test, aujourd'hui prend un métier de alors, product owner. La traduction, c'est, on va dire, référent métier, et qui, parce qu'elle connaît très très bien la matière. Elle l'a pratiquée sur 6, 7, 8 ans. Donc ça fait finalement des gens qui n'avaient pas du tout vocation à faire ça au départ et qui ont évolué dans le temps. Top, très bien, merci beaucoup. Antonio, tu voulais rajouter quelque chose sur les métiers que tu adresses, toi, chez Webforce 3 ? Alors, pas forcément sur un métier en particulier. Moi, ce que je trouve assez fabuleux dans les métiers du numérique, c'est qu'en fait, c'est une impression personnelle. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui, en fait, permettent ce qu'on appelait l'ascenseur social. La faute à quoi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est de plus en plus compliqué. Et je trouve que les métiers numériques permettent ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est motivé, qui du coup se découvre des compétences et qui est capable de progresser. Je pense que les entreprises et le milieu du numérique en général permet ça. Et donc, pour moi, une des grandes vertus de ce que permet le numérique, c'est d'offrir des métiers et de l'emploi, mais surtout aussi un vrai ascenseur social potentiel. Je dois rajouter. Non, je vais rajouter quelque chose. Non, mais tu insistes, donc je vais rajouter quelque chose. Mais juste pour rejoindre le point justement évoqué par mes camarades, c'est vrai que les métiers de la relation client aujourd'hui, c'est des métiers qu'on connaît tous dans des métiers traditionnels qui n'étaient pas forcément connectés et qui se convertissent très bien au numérique. Et on retrouve pas mal justement de formations courtes et diplômantes qui adressent ces métiers-là. Ça peut être soit de l'assistance téléphonique, mais adossée à des outils numériques. Ça peut être
de l'assistance clientèle à travers des forums ou des chats et qui sont forcément connectés au numérique. Donc il y a vraiment quasiment tous les métiers de la relation client aujourd'hui qui se convertissent plutôt bien. Et puis les métiers de la communication, je vais quand même faire ce point-là puisque je suis de ce domaine-là. Je n'ai pas eu de formation en community management et j'ai menti à mes clients pendant 10 ans. Je plaisante. Mais globalement, aujourd'hui, j'accompagne du coup mes clients sur des stratégies de développement dans le cadre de leur communication, de leur visibilité. Et c'est vrai que j'ai vu aussi cette évolution dans le secteur, c'est-à-dire que globalement, on avait des chargés de communication, on avait des attachés presse, on avait tous ces métiers liés à la communication qui aujourd'hui sont reliés au numérique, qui sont également accessibles à travers des formations courtes et diplômantes et qui ne nécessitent pas toujours d'avoir un bagage en termes d'expérience de 5 ans ou de 10 ans, comme on peut le voir passer sur des profils plus seniors. Mais aujourd'hui, des métiers comme community manager, des métiers comme content manager, comme webmaster, c'est des métiers qui sont associés à la com et qui sont accessibles avec une offre de stage et qui peuvent permettre aussi aux étudiants on va dire d'intégrer l'entreprise beaucoup plus facilement puisque une fois qu'ils ont mis les mains dans le cambouis, l'entreprise est peut-être aussi plus encline par la suite à les garder et à leur octroyer un poste dédié à ce métier-là. Donc je mettrai vraiment sur un point particulier sur ces deux types de métiers, mais il n'y a pas que ça. Justement, c'est important de rappeler qu'il y a plus d'une centaine de métiers dans le numérique et il y en a des beaucoup plus spécifiques comme ceux sur la cybersécurité, mais des plus accessibles et peut-être aussi plus démocratisés comme ceux de la créa, de la création, du design, de la communication ou encore de la relation client. Ok, super. Et tous ceux qu'on ne connaît peut-être pas encore et qui arriveront demain. C'est ça. Ok, très bien, c'est très clair. Est-ce que sur cette partie, du coup, quels sont aujourd'hui les enjeux ou les difficultés que peuvent rencontrer les organismes de formation par rapport à ce, disons, à ce vivier de personnes qu'il faut former? Question peut-être plus pour toi, Antonio, mais après, je vous laisse. Alors, des difficultés, en fait, c'est un travail quotidien et on a besoin, peut-être que je ne veux pas anticiper la conclusion, on a besoin que ce soit collectif, c'est-à-dire qu'on a tous besoin les uns des autres. On a besoin de Pôle emploi et des acteurs proches des personnes concernées. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, on a besoin des entreprises parce que, en fait, former au métier du numérique, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de trouver un emploi. Après, c'est comment construire ce que je disais tout à l'heure avec la notion de prendre le temps de le faire ou se donner le temps de le faire. C'est peut-être là où, en fait, plus les gens ont besoin d'être compétents, plus il faut du temps pour les accompagner et que les entreprises puissent, en fait, arriver pour une partie, en tout cas, à intégrer et à absorber l'accompagnement des gens parce que toutes les compétences ne sont pas non plus données par les organismes de formation. C'est aussi dans l'entreprise que ça va se passer. Pour plein de raisons, donc vous pourrez en parler mieux que moi. Donc aujourd'hui, il y a plein d'acteurs mobilisés, il y a plein de freins, par exemple la méconnaissance des possibilités dans les métiers du numérique dont vous parliez tout à l'heure, etc. Mais grosso modo, si tout le monde agit un peu, mais ensemble, on peut y arriver. Mais le plus beau, c'est de dire à quelqu'un, vous êtes éloigné de l'emploi, on vous propose un contrat dans telle entreprise, et votre parcours, en fait, il va être accompagné tout du long. Ça, je pense que ça serait l'idéal. Alors je pense effectivement que ce serait l'idéal. Aujourd'hui, on sait que des personnes qui ont fait des reconversions sur des formats un peu courts, c'est bien, elles ont les bases, mais elles restent juniors dans le domaine. Donc c'est compliqué de valider des objectifs, on va dire, à court terme avec ce type de profil. En réalité, c'est un investissement à moyen et long terme sur les personnes et sur les compétences qu'elles vont développer. Donc effectivement, alors j'ai pas de solution, mais réfléchir à un système qui permet d'avoir un accompagnement encore post-formation entre l'entreprise et pourquoi pas un organisme de formation et peut-être pourquoi pas une institution. Je n'ai pas la réponse, mais... On avait abordé aussi ensemble le sujet de la fidélisation de ces profils. Pardon ? De la fidélisation, Ouais. Excuse-moi, des profils. Alors, ce que moi je trouve intéressant, mais comme je suis une reconversion, je ne vais pas dire le contraire, c'est souvent la fidélité aussi des gens qui ont fait des reconversions. Parce qu'en tant qu'entreprise, quand on leur offre une chance, ça leur permet non plus de réaliser ce qu'ils veulent faire.
Donc ils sont plutôt fidèles dans le temps, qui sont plutôt fidèles à l'entreprise et aux valeurs. Après, les parcours sont différents et puis ça reste qu'un contrat. Hein. Donc c'est un contrat de travail, c'est entre deux parties. Ce que je trouve intéressant dans les profils reconvertis, c'est la motivation. La motivation qui est quand même en moyenne beaucoup plus forte sur des profils reconvertis que sur un profil classique qui finalement va exercer le métier auquel il s'est préparé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Chaque fois, Mounira, je pense qu'on te sollicite du regard. Tu vois. Je n'ai pas d'avis sur toi. Oui, je suis une femme, mais je n'ai pas d'avis sur toi. Alors, pardon, j'ai un petit souci avec mon micro. J'ai dû appuyer sur un bouton. Low batterie, ok. On me censure. On me censure, mesdames et messieurs, sur la scène de Web Today. Mais non, je rejoins complètement ce qu'ils ont indiqué. Globalement, aujourd'hui, je pense que la difficulté, merci, la difficulté qu'on va retrouver chez les bénéficiaires qu'on accompagne souvent, c'est la même remarque, c'est que globalement, ils n'ont pas les codes. Pour intégrer les entreprises, notamment parce qu'ils sont issus de milieux très différents, de milieux sociaux très différents. Et l'entreprise se questionne aussi sur sa marge de manœuvre et jusqu'à quel point elle est capable d'ouvrir ses chakras pour accueillir des codes très différents, des personnalités très différentes. Et on était très clair là-dessus, ça veut dire qu'intégrer des personnes avec des profils diversifiés, ça ne voulait pas dire accepter des retards à répétition, ça ne voulait pas dire accepter un mauvais comportement, ça voulait juste dire accepter d'être peut-être, d'accorder plus de temps sur l'intégration de cette personne et de lui en apprendre un peu plus sur la culture d'entreprise, l'environnement et ce qui est mis à sa disposition pour bien l'accompagner. Et peut-être que c'est du temps qu'on ne prend pas aujourd'hui quand on fait du onboarding de ressources humaines parce qu'on se dit c'est acté, les gens s'y connaissent, ils savent que c'est automatisé. Sauf que pour ces profils diversifiés, il y a une nécessité à avoir un accompagnement plus appuyé. Ça peut passer par un mentor. Il y a des solutions, c'est-à-dire c'est très simple. Ça peut passer par des mentors, des personnes qui ont eu le même parcours un an avant et qui vont accompagner la cohorte suivante, enfin, les candidats ou les talents qui suivent. Ça peut passer par des responsables, ce qu'on appelle les managers de proximité, qui vont parfois avoir justement 4 à 5 talents qui vont accompagner sur toute l'année. Donc il y a des solutions aujourd'hui pour améliorer l'intégration de ces profils diversifiés. Le tout est de se donner, d'accorder ce temps-là. On ne doit pas juste dire je vais recruter, diversifier. Il faut aussi avoir tout ce qui va après, tout ce qu'il y a avant bien sûr, mais tout ce qui va après. Et ça c'est très important. Il faut que les entreprises le retiennent parce que c'est un travail humain avant tout. Et dans ce que tu dis là, ce que je trouve très intéressant, c'est à la fois le se dire qu'on cherche à ce que les candidats rentrent dans une espèce de moule de l'entreprise pour quelque part en apprendre, s'infuser de ces codes. Mais est-ce que tu as un retour d'expérience justement des entreprises dont la culture a évolué grâce justement à l'intégration de ces profils? Plutôt l'inverse, c'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est aux candidats de changer. Mais comment est-ce que l'entreprise, à travers du coup ces nouveaux arrivants, a pu changer? Est-ce que tu as des exemples là-dessus ou c'est encore trop tôt? Alors oui, il y a déjà des exemples qui existaient avant même la création de l'association. Je peux en citer quelques-uns. Là, je fais partie du board de la fondation SFR et en fait, ça fait déjà plusieurs années que la fondation, à travers ses salariés, finance énormément d'associations qui œuvrent sur tous les chantiers de l'inclusion et notamment de l'inclusion numérique. Et en fait, cette capacité à pousser les salariés à propulser ou à coopter des associations de leur entourage, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient davantage engagés sur ces questions-là, sur les questions de la mixité, sur les questions de l'inclusion des personnes handicapées, des personnes issues de la communauté LGBT. Et en fait, le fait de favoriser l'engagement associatif, parfois, ça permettait aussi d'être un peu plus ouvert sur l'intégration de ces personnes à profil diversifié. Donc, j'ai cet exemple, mais qui ne fait pas partie forcément de notre accompagnement, mais qui est important à souligner parce qu'il en existe énormément, comme d'autres entreprises qui ont des fondations et qui financent également des associations. Et en fait, ces associations vont œuvrer
à l'intérieur même de l'entreprise, et ça c'est très important. Ça, plus le mécénat d'entreprise, puisqu'il y a cet impact aussi positif, puisque le mécénat d'entreprise, il peut être attribué à des associations, et lorsque ces salariés sont en contact d'associations qui œuvrent aussi dans l'inclusion, quelle qu'elle soit, eh bien ça a un impact positif aussi en interne pour l'intégration de personnes profils diversifiés. Super. Et j'entends de façon générale qu'on sent que l'entreprise est au cœur de ce système, mais que malgré tout, ça reste un acteur. Autant que l'association, autant que les organismes de formation, autant quelque part que les institutionnels, et qu'il n'y a rien de plus fort qu'un institutionnel qui va prendre la parole et impulser cette énergie dans une région comme chez nous ou ailleurs. Quels seraient, selon vous, donc là je vous demande une vision peut-être un peu plus macro, mais les axes qui nous permettraient d'améliorer quelque part cette mécanique entre ces quatre grands acteurs, et on pourrait même rajouter quelque part les gens qui sont en recherche d'emploi ou de reconversion. Alors, pardon, c'est pas un croche-patte, je voudrais juste venir sur la question d'avant. Je t'en prie. Donc peut-être pour compléter, on est à Web Today, donc Web Today, on parle de start-up, d'innovation, etc. Et quand tu poses la question de savoir est-ce qu'une personne un peu différente intègre une entreprise et doit s'adapter, ou est-ce que c'est l'entreprise. Mais en fait, quand on demande est-ce qu'une start-up doit s'adapter à un grand groupe, ou est-ce qu'un grand groupe doit s'adapter à une start-up, aujourd'hui qu'on a pas mal de recul sur ce sujet-là en France, je pense que c'est un peu des deux. Et au final, la conclusion, c'est que tout le monde a apporté à tout le monde, et surtout que tout le monde a besoin de tout le monde. Je pense que pour les compétences, c'est pareil, c'est exactement le même principe, sauf que là, on parle de deux structures, et puis on le met juste au niveau des personnes. Je pense que c'est vraiment ça. Et je vais un tout petit peu plus loin. Quand vous intégrez des gens qui ne sont pas comme vous, en fait, ils vont compléter votre façon de penser, ils vont compléter votre savoir, votre expérience et votre vision des choses. Et je pense que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe quand une start-up vient un peu disrupter ou bousculer une grande entreprise. En fait, elle l'oblige à penser et à aborder les choses un peu différemment. C'est un peu la même chose avec les publics, entre guillemets, pas dans le même moule que le vôtre. Et je pense que c'est plutôt s'enrichir que se poser des problèmes. Alors après, il faut organiser tout ça, mais au final, on se rend compte que quand c'est bien organisé, c'est exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, personne ne demande la rencontre entre start-up et grands groupes. Pardon, Je t'en prie. Donc le collectif, c'est ça. Qui vous voulez, sur ce... Vincent, est-ce que tu as une vision là-dessus? Alors, le collectif, je pense que c'est une... Peut-être à travers ton expérience personnelle. Ouais, c'est une vision complexe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent entre les associations, les réseaux d'entreprises, les écoles. Voilà. Je pense qu'il faut continuer à renforcer ça. C'est un maillage qui est à la fois régional, mais qui est aussi national. Donc, j'avoue que j'ai pas d'idée fantastique pour améliorer ça. Je pense que ce qui est déjà fait est bien. Encore une fois, c'est nouveau. On est en train d'apprendre aussi tout ça. Clairement, ces problématiques sont plutôt récentes. Le numérique étant en pleine expansion, on a d'énormes besoins et du coup, on a besoin de profils très différents. Donc, on apprend en marchant. Il y a des initiatives, je pense, qui sont plus heureuses que d'autres. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à savoir ce qu'on pourrait faire vraiment de mieux pour disrupter le système, entre guillemets. Alors, sur le collectif, peut-être prendre un parallèle. On a par exemple aujourd'hui une problématique dans le monde qui est des voitures électriques qui arrivent. Et les voitures électriques, ça nécessite en fait tout un tas de mécaniques et de compétences industrielles et soft et tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, en Europe, on se pose la question de savoir, par exemple, si on va investir ou pas dans des usines de batteries électriques. On vient de se poser la question sur les semi-conducteurs. Toute l'industrie européenne s'est paralysée parce que tout le monde achète à Taïwan à 80% chez un fournisseur. Et en fait, on se dit maintenant, alors qu'on le savait, on n'a rien appris, on le savait. On se dit, il faudrait peut-être qu'en Europe, on mette tous un peu un ticket, parce que développer une usine de semi-conducteurs, c'est 10 milliards d'euros d'investissement. En dessous, vous ne faites rien. J'aurais tendance à dire que, compte tenu des enjeux qu'on a en Europe, d'intégrer
les personnes dans l'emploi, sachant qu'aujourd'hui, ne pas travailler à minima sur l'outil digital, ça va être compliqué. C'est très important. Il y a un enjeu, je pense, de compétitivité. Et s'il y a des startups dans la salle, demain ou aujourd'hui, si vous vous développez, vous allez vous développer parce que vous allez prendre des gens qui vont accompagner votre développement. Sinon, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il y a un enjeu social, il y a un enjeu économique. Et du coup, j'en viens à la question. Je pense que c'est la seule solution, c'est de le faire collectivement, comme les batteries électriques et comme les semi-conducteurs. Si on ne s'y met pas un peu tous ensemble, c'est-à-dire tous ceux qui sont concernés, ça va être compliqué de fournir les 230 000 emplois qui sont aujourd'hui recherchés avec les 30 000 qui correspondent en sortant d'école. Donc comment on trouve les 200 000, sachant que demain, ce n'est pas 200 000, mais c'est un peu plus la lacune. Tout à fait, ok. C'est vraiment très intéressant. C'est complexe de trouver, finalement, de répondre à ces différents paradoxes. Il y a aussi ce numérique qui, quelque part, j'aborde ce sujet parce qu'il est de nos aînés qui sont en marge de cette formation numérique. C'est qu'à la fois, le numérique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose vers lequel on peut pousser nos jeunes générations parce qu'on sent qu'on en a besoin. On est sur des générations qui ont vécu quelque part avec. Et donc, sauter le pas, c'est plus simple. Pour des personnes qui sont seniors, comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce paradoxe de se dire, en fait, le numérique s'éloigne d'eux et comment on peut réintégrer ces personnes. Je parle même des gens qui sont aujourd'hui, qui peuvent travailler dans une grande banque et à l'accueil de cette grande banque et qui voient les outils évoluer de gestion des clients, des appels, des tickets, etc., etc. Comment est-ce que les grandes entreprises aujourd'hui sont en capacité de répondre à ce besoin de formation finalement interne pour les faire raccrocher quelque part au secteur du numérique? J'ouvre la voie. De toute façon, sur les métiers du numérique, il faut, alors pour le coup, c'est vraiment la casquette organisme de formation, il faut voir les choses je parlais de temps tout à l'heure, en fait, même aujourd'hui, quelqu'un qui est compétent dans le numérique, selon ce qu'il fait, il peut vite être dépassé dans pas longtemps. Donc c'est un vrai sujet sur le long terme et un sujet permanent que cette formation aux outils du numérique. Et c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas ou jamais, ou très peu travaillé sur les outils numériques, c'est un peu la même chose. C'est comme les décrocheurs scolaires, sauf que là, on se retrouve en tant que décrocheur salarié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon entreprise va mettre en place des outils où je vais avoir du mal. Tout ça se règle. Mais encore une fois, ça peut s'anticiper. C'est pas simple, mais ça peut et ça même doit s'anticiper parce que sinon, il y a aujourd'hui effectivement une accélération de la transformation et des outils digitaux pour les entreprises. Et quelque part, aujourd'hui, certaines entreprises sont prises de court parce que c'est pas simple de prendre des décisions. Ce sont des investissements, c'est du temps. Enfin, c'est pas simple. Mais par contre, il y a le vrai objet humain de se dire, une fois que j'ai choisi des outils, il faut que je pense absolument à faire monter en compétence les personnes. Enfin, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est aujourd'hui et c'est dans le temps. Alors, juste pour compléter, de toute façon, les entreprises ont besoin d'assurer l'employabilité de leurs salariés. Mais c'est quelque chose qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est aussi du rôle des salariés en tant qu'individus de s'assurer son employabilité de demain. Donc, la responsabilité est partagée. À mon sens, encore plus dans le numérique, on change de métier de manière assez régulière, tout comme je pense que les générations nouvelles, même la nôtre, ne fait pas carrière dans un seul et même métier. Il y a encore des gens, mais le numérique est extrêmement propice justement à ces changements-là, et c'est à nous de s'assurer, via de la formation initiale, mais aussi de la formation continue, toute notre vie, en tout cas tous les changements qu'on veut adresser. Donc c'est une double responsabilité. Je pense que de toute façon, on la vit tous, même, on voit que même les institutions nous poussent avec, ne serait-ce que lorsqu'on veut remplir nos impôts, on voit bien qu'il faut qu'on maîtrise à minima l'outil, sinon ça devient vite compliqué. Et je pense que les institutions elles-mêmes nous amènent à plus de numérique et à cette digitalisation un petit peu qui galope. Je vais vous poser une dernière question.
et puis après je vous donnerai le mot de la fin. On a parlé d'inclusion. Je voulais voir avec vous si justement cette notion d'inclusion, c'est la question un petit peu piquante, mais cette question d'inclusion par rapport à un secteur du numérique qui est dans une crise du recrutement, est-ce que c'est pas le plan B des entreprises ou est-ce que c'est vraiment pour vous, est-ce que vous sentez quelque part depuis quelques années une évolution dans un sens ou dans un autre? Je vous laisse prendre la parole, celui qui est le plus à l'aise avec cette question. Je vais attaquer le chantier. Alors non, ce n'est pas un plan B, puisque la question du recrutement des profils diversifiés a toujours existé. L'objectif était de pouvoir recruter en dehors, par exemple, des cercles d'alumni, notamment de la part des managers. Donc, ce n'est pas une tendance. La diversité n'est pas un mot qui est en ce moment en vogue. C'est une problématique qu'on essaie de mettre de plus en plus sur le devant de la scène parce qu'il est temps de se dire, aujourd'hui on est en 2022, il faut que ça change. On sait qu'il y a des constats qui ne sont pas très positifs sur le territoire français, on sait qu'on a un problème de mixité dans ce secteur-là, on sait qu'on a du mal à adresser les candidats issus des quartiers prioritaires de la ville, on sait qu'on a du mal à convertir en zone rurale. So what? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, ce constat, il est le même depuis des années. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de places ouvertes dans ce secteur-là. C'est surtout pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est que ça ne cesse d'augmenter. Ces métiers qui sont en forte demande, ils sont en train de se multiplier. Et on a encore aujourd'hui cette problématique d'orienter de manière très simple des candidats, soit vers de l'orientation, soit vers de la reconversion en lien avec les métiers du numérique. Donc ce n'est pas un plan B. Ça doit être le plan A de beaucoup d'entreprises. Le tout est d'être bien accompagné. Et c'est pour ça que j'insiste encore aujourd'hui. Oui, il y a des constats péjoratifs, mais il y a surtout des solutions. Et il y a aussi une bonne évolution. Je fais un petit teaser par rapport à une étude qui sortira demain, et notamment en lien avec Pôle emploi et aux demandeurs d'emploi sur le territoire français. Il y a une évolution qui est pas de chiffres, mais il y a une évolution du nombre de demandeurs d'emploi qui se dirigent vers les métiers du numérique. Donc ça, c'est un très bon point. Mais il y a encore un vrai travail à faire sur les femmes, parce que ce pourcentage est en baisse pour le coup, et notamment les femmes en milieu rural et dans les quartiers prioritaires de la ville. Alors je ne dis pas ça parce que je suis une femme, je ne dis pas ça parce que j'ai des cheveux, mais je dis ça parce que c'est la vérité, mesdames et messieurs, et qu'on a encore un vrai travail à faire sur l'accompagnement des femmes tout du long de leur parcours. Ça commence en milieu scolaire, ça continue lorsqu'elles ont intégré un métier dans le numérique et dans leur carrière. Parce que même quand on intègre un métier du numérique aujourd'hui, quand on est une femme, on a beaucoup plus de chances de le quitter. Parce que ça ne correspond pas à notre vie sociale, vie personnelle. Donc il y a un véritable accompagnement à faire à tous les niveaux. Et j'insiste là-dessus. Et c'est important aussi de se dire que ce n'est pas de la charité. Quand on recrute des profils diversifiés, c'est pas de la solidarité, c'est pas de la charité, c'est juste de la richesse supplémentaire, des talents qui sont différents et qui peuvent apporter autant qu'on peut leur apporter. C'est ça qu'il faut aussi retenir là-dessus, parce que souvent, quand on parle de diversité, on nous met face à un interlocuteur de la RSE. Non, je ne veux pas faire appel à un interlocuteur qui s'occupe de la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Je veux parler à un DRH. Je veux parler à quelqu'un qui va recruter des talents. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. C'est très important. La diversité n'est pas égale à charité ou solidarité. Alors, juste pour appuyer la partie sur les femmes, notamment, ce dont on s'aperçoit, c'est que les équipes qui sont les plus mixtes sont souvent des équipes qui performent mieux que des équipes qui ne le sont pas. Donc, 36%, mesdames et messieurs, 36%. Elle a tous les chiffres. C'est incroyable. Non, mais c'est extrêmement important, parce que c'est vrai qu'effectivement, le chiffre de présence de femmes dans les équipes tech baisse, ce qui est quand même fou, parce que je crois que dans le milieu des années 50, on avait à peu près 30% de femmes qui faisaient de l'informatique. Je ne sais pas quel est le chiffre aujourd'hui, mais effectivement, il est beaucoup plus faible que ça. Donc c'est extrêmement important et on en a besoin. On en a clairement besoin. Donc c'est un immense appel aux femmes. Rejoignez-nous dans le numérique, vraiment. Donc dans la liste diversité, on vient de rajouter le mot femme.
Alors d'abord sur la diversité, est-ce que c'est un plan B n'en déplaise à certains candidats des présidentielles, il y a juste une réalité sociale et humaine en France. La France est un pays diversifié, et heureusement. Donc plan B, non, c'est juste une réalité par rapport aux gens et aux Français ou les étrangers qui vivent dans notre pays. Et puis, il y a une vision, on le disait tout à l'heure, par exemple, comment vous définissez le mot diversité, etc. Encore une fois, il faut quand même se méfier des clichés ou des idées qu'on a. Moi, j'accompagne des projets d'entrepreneuriat dans l'Institut de Brigitte Macron qui est à Clichy-sous-Bois. Alors, pour les gens qui connaissent la région parisienne, Clichy-sous-Bois, rien que le nom, ça donne des frissons aux personnes. Bon, j'y vais une fois par semaine, il m'est jamais rien arrivé. On disait tout à l'heure qu'en fait, on apprend beaucoup. Je pense que je reçois plus que ce que je donne quand je vais à Clichy-sous-Bois. Et moi, les gens que j'accompagne, c'est des gens avec des compétences que moi, je n'ai pas. C'est juste que sur certains domaines, ils ont besoin d'accompagnement et il y a des choses qu'ils n'ont jamais abordées sur lesquelles il faut que j'arrive à leur filer un coup de main. Mais franchement, ils sont beaucoup plus compétents que moi sur tout un tas de choses et chaque groupe est très très riche. Donc on ne peut pas, aujourd'hui je pense que c'est de notre responsabilité, on ne peut pas les laisser là où ils sont parce que par exemple ils ont un problème avec le numérique ou l'administratif alors qu'en fait la vraie compétence de base ils l'ont et ils ont même très envie de la développer et de s'intégrer. Voilà. Donc la diversité, nous on est dedans, donc pour nous c'est peut-être un peu facile, mais pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins le sujet, en fait la diversité c'est tout simplement nous et la diversité qui est dans cette salle, c'est-à-dire c'est tous les jours et c'est nous tous. Donc c'est pas un plan B. Puis on va pas se mentir, hein, le plan B est en train de devenir le plan A. Ouais. vu le manque qu'il y a aujourd'hui, c'est indispensable. Et ça permet, en fait, c'est une question d'équilibre. C'est équilibrer les équipes avec des gens qui ont des profils classiques, avec des gens qui ont des profils atypiques et qui amènent d'autres choses, d'autres expériences, avec des juniors, avec des seniors, voilà. Et puis on a des seniors qui sont reconvertis, donc qui sont juniors dans l'exercice du métier. Mais ils apportent tout ce qu'ils ont pu vivre dans d'autres métiers ou dans d'autres expériences. Ce qui est très bien pour faire vivre un groupe. Super. Écoutez, merci beaucoup à vous trois. On a un petit peu débordé sur le timing. L'objectif, c'était de vous laisser une quinzaine de minutes pour leur poser des questions. Je ne sais pas si vous avez vos premières questions à nos invités. Je vous laisse la parole. Soyez pas timide. C'était foudroyant d'informations. Bonjour. Merci beaucoup pour les échanges. En vous écoutant, je me posais une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les problématiques de diversité dans le numérique et la problématique de la fracture numérique d'une façon générale? Si on a moins de gens à l'aise avec l'outil, on retrouvera in fine aussi moins de gens dans le numérique, dans leur globalité. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Alors, ça rejoint justement la question qui a été posée au niveau du public senior. Je pense que cette fracture, il n'y a pas que les seniors concernés par cette fracture. Il y a aussi tous ceux qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, des zones rurales. C'est un public à adresser puisque ça peut être un public qui peut être diplômé comme peu ou pas diplômé. L'objectif, c'est de se dire qu'aujourd'hui, cette fracture numérique, il faut réussir à la réduire. Comment on réussit à la réduire? En démocratisant davantage l'usage du numérique. Comment on démocratise? En les sensibilisant davantage, en disant que le numérique, ce n'est pas contre eux. C'est des outils qui sont faciles d'accès. Et ça passe notamment par des réseaux de proximité. J'insiste encore une fois là-dessus, mais surtout en région. C'est vraiment la force la plus impactante, c'est de pouvoir se positionner sur des acteurs locaux, soit des maisons de jeunesse, soit des bureaux de Pôle emploi, soit il y a des maisons du numérique qui sont ouvertes de plus en plus et il y a des caravanes numériques, notamment je pense aussi aux zones rurales, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont multipliés pour répondre à ces problématiques-là. Le tout est de pouvoir s'informer.
Et c'est ça aujourd'hui souvent qui pose problématique, c'est que les gens se disent je ne sais pas forcément si j'aurai la capacité à changer ma carte d'identité, étant donné que je dois la faire sur Internet. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait notamment un service numérique au sein de votre mairie ou de votre municipalité et qui peut vous accompagner là-dessus? Si ça n'existe pas, est-ce que vous saviez qu'il y avait un bureau à Pôle emploi qui pourrait vous accompagner sur les démarches administratives? Et en fait, c'est le fait d'aller jusqu'à ce niveau d'information-là aujourd'hui qui peut poser problématique, mais il faut à un moment donné se dire que chacun d'entre nous, on peut être acteur de ce changement-là. On peut bien sûr éduquer entre guillemets nos parents, nos grands-parents et passer le mot aussi autour de nous. Au-delà des structures en local, il est important aussi de se dire qu'il y a de plus en plus d'intérêt à financer des acteurs ou des programmes itinérants. Parce que quand on est en métropole, tout va bien, les gens peuvent se déplacer. Quand on est en zone, enfin à peu près, peuvent se déplacer à peu près. Quand on est en zone rurale, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, souvent, ces fameuses caravanes ou ces parcours itinérants sont vraiment très, très utiles pour la population. Donc, il y a énormément de réponses à cette question-là, mais je pense que ces parcours itinérants sont une première solution. Je ne sais pas si vous souhaitiez compléter. Alors effectivement, c'est vaste, hein, et puis répondre, ce serait vraiment prétentieux de dire qu'on est capable de répondre, mais nous, on aborde un sujet qui est plutôt les plus jeunes. Donc on a un programme qui s'appelle Fabrique ton parcours, et l'idée c'est effectivement d'aller dans les régions et d'expliquer aux plus jeunes le numérique, parce que dans l'école, les profs eux-mêmes ne sont pas forcément, et j'incrimine pas les profs, hein, mais ils sont pas forcément, savent pas forcément bien en parler ou en parler. Et du coup, on essaye, à notre modeste niveau, d'intervenir sur les plus jeunes en leur disant, vous savez, peut-être que personne ne vous l'a encore dit, mais voilà, il y a plein de possibilités dans les métiers du numérique et c'est de préparer. Voilà. Mais c'est une goutte d'eau. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, du coup? Ouais, en partie. Merci beaucoup. J'avais une question en tant que, sur le côté éventail de formation. Est-ce que, en tant qu'intervenant et professionnel de la formation, vous observez des trous dans la raquette sur les différents métiers? Et autre question, comment est-ce que vous préparez les métiers qui sont encore en cours de création et les métiers du futur? Est-ce que vous intégrez ça, du coup, dans votre offre de formation, ou est-ce que c'est des choses qui interviennent un peu plus tard sur la montée en compétences? C'est peut-être un peu, c'est une question ouverte. Hein, Non, mais WebForce 3 va y répondre. Alors, on ne sait pas tout faire, sinon je m'appellerais Harry Potter, et c'est pas le cas. Oui, c'est possible. Non, tout n'est pas possible. Il y a deux choses. Aujourd'hui, parce on essaie d'être pratique quand même dans ce qu'on dit, hein, on a des formations catalogues, c'est-à-dire des choses où on sait qu'il y a vraiment beaucoup de débouchés pour les personnes qu'on a chez nous. Mais après, et là, on a une équipe qui ne fait que ça et qui s'arrache un peu les cheveux tous les jours, mais on est content de le faire. En fait, on va demander aux entreprises leurs besoins, qui, elles, ont une vision du marché. Et a priori, quand on vient positionner des briques dont ont besoin les entreprises, on anticipe quelques années. Voilà, on essaye de répondre comme ça, mais effectivement, malheureusement, on ne répond pas à tout. Mais voilà un peu les deux circuits. J'aime bien, il regarde partout, sauf... Mais réponds donc à la question. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Alors déjà parce que je ne travaille pas pour un organisme de formation. Et de deux, c'est pour dire qu'en entreprise aujourd'hui, on a du mal à anticiper. On sait quels sont les métiers dont on a besoin à 2 ans. Au-delà, franchement, c'est une boule de cristal. Alors, pas que nous, mais chez WebForce 3, par exemple, tout alumni qui est passé chez nous, en fait, il a accès à vie à une plateforme LMS. Et en fait, les cours de dans 2 ans, qui sont des cours qui auront évolué par rapport à la formation qu'il a eue aujourd'hui, la personne y aura accès. Qu'elle ait trouvé un emploi ou pas, peu importe. Et on essaye de prendre en considération ce que vous venez de dire. Il y a des évolutions permanentes. Comment est-ce que les gens peuvent au moins rester connectés ? Voilà, nous, on essaye au moins d'y répondre comme ça, avec une connexion à vie de tout ce qu'on essaye de faire évoluer à notre niveau. Alors moi, j'avais une question. Alors je découvre en fait que... Alors moi, j'ai repris des études, je suis une femme, donc ça, je savais que c'était un truc... voilà, moi, je vais devenir administratrice système réseau.
Et je découvre en plus du coup que j'ai un parcours non conventionnel puisque c'est une reconversion. Bon. Et je voulais poser la question du coup de savoir, est-ce que vraiment ça fait une différence d'intégrer quelqu'un comme moi, entre guillemets, qui vient d'une formation professionnelle continue courte par rapport à un junior qui sort d'une école classique ou d'une université? C'est ce que vous avez dit, je crois, au début. Et je me demande si vraiment, sur le terrain, concrètement, ça change quelque chose à 2 mois de l'embauche en termes de compétences? Alors, tout dépend de la formation, de la qualité de la formation, de la profondeur de ce qui est vu. Puisque de toute façon, des juniors vont aussi, même s'ils ont une formation classique, vont être aussi confrontés au métier de l'entreprise, etc. Donc il y a plein de choses pour lesquelles, j'ai envie de dire, même de par votre vie d'avant, vous allez avoir des avantages. Par contre, il ne faut pas se leurrer non plus sur la couverture de ce que vous pouvez voir, par exemple, sur une formation qui est plutôt rapide, et ce que font des gens sur 5 ans. Faut quand même espérer que s'ils font 5 ans d'études, ils voient plus de choses que ce qu'on voit en 6 mois. Donc oui, il y a des différences, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours privilégier des gens qui ont une formation classique. Donc c'est plutôt ça que moi je souhaite mettre en avant. C'est-à-dire que vous amenez aussi d'autres choses, vous amenez d'autres points de vue, d'autres façons de faire, des soft skills, ce que n'auront pas forcément une personne qui est junior, parce qu'elle découvre le monde de l'entreprise. Par contre, sur les compétences métiers et sur la culture, on va dire, numérique, informatique, effectivement, a priori, vous partez pas du même endroit. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir encore après un accompagnement de post-formation, entre guillemets, au sein de l'entreprise. Merci à tous les intervenants. Merci à la salle, merci à vous. Merci à vous.